Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais parler avec vous de jeux vidéo expérimental. Si vous aimez le jeu vidéo, que vous travaillez dans le jeu vidéo, que vous êtes sceptique par rapport aux qualités artistiques du médium, ou au contraire que vous êtes persuadé de sa valeur en tant qu'art, alors cette vidéo est faite pour vous. Et avant de débuter, soyons d'accord, je dis pas que vous devez abandonner tout type de jeu pour vous lancer uniquement dans le test de jeux expérimentaux, je dis pas non plus que les jeux expérimentaux sont supérieurs aux jeux plus classiques, je souhaite juste mettre en lumière une manière de faire du jeu vidéo moins connue, et vous convaincre de tester des jeux moins médiatisés. Nous allons déjà commencer par définir le terme jeu expérimental, et je vais me baser sur la définition donnée par Jess Aydin dans son mémoire, disponible en description. Bien que l'on réfère très rarement ou jamais au jeu vidéo expérimental sous la couverture d'un genre formel, il est néanmoins reconnu fréquemment comme une étiquette distinctive. Cette catégorisation laisse présager des caractéristiques perceptibles à travers un jeu qui pourrait ainsi au moins évoquer une propriété expérimentale, que ce soit par son esthétique audiovisuelle ou par les mécaniques qu'il implique. D'autre part, les jeux vidéo expérimentaux accueillent ouvertement les avant-gardes. Elles relèvent entre autres des tendances à redéfinir ce que signifie jouer, à proposer un design de jeu alternatif ou radical, ou encore à s'opposer à un courant mainstream. Il y a lieu d'expérimenter tant et aussi longtemps que les résultats expérimentaux ne sont pas admis au sein d'une vision normative du jeu vidéo. Et à partir de cette définition plutôt large, nous allons pouvoir quand même garder la base de la définition, à savoir proposer un design de jeu alternatif ou radical. Et pour aborder ça, je vais vous donner un exemple de game design en me basant sur deux jeux, Grapple Dog et Sylvie Lime. Les plus grandes expérimentations et les plus intéressantes sont celles liées au game design. Et pour comprendre comment jouer sur les bases du game design et les subvertir, nous allons partir d'un jeu au game design standard, efficace et fun, Grapple Dog. Grapple Dog profite d'un game design chirurgical hérité des Mario. Les couleurs aident à la compréhension, les objets bleus correspondent aux objets sur lesquels le grappin peut être utilisé, les boutons rouges permettent d'ouvrir les portes rouges, etc. Tout est évident et le joueur profite du jeu sans se poser de questions. L'expérience est fluide et le joueur ressent le flow du jeu. Le game design est mis au service du plaisir de jeu. Mais comment penser à un platformer 2D autour d'idées sortant des carcans établis? Est-ce que penser à un game design plus cryptique nuit au jeu? Les réponses se trouvent dans un jeu indépendant qui a réussi à marquer grâce à sa philosophie de jeu hors du commun, Sylvie Lime. Sylvie Lime est un jeu de plateforme 2D et Metroidvania sorti en 2022 par Sylvie et son collectif More Magic Computer Club, et à la différence de Grapple Dog, ou de n'importe quel platformer 2D en fait, le jeu est conçu autour de plusieurs idées contraires aux règles basiques du game design. Certains murs sont solides mais d'autres sont traversables, sans aucune indication. La mécanique principale du jeu qui tourne autour du fait de se transformer en citron n'est pas expliquée, et il n'y a pas de map pour savoir où aller. Et si sur le plan fonctionnel, ces choix peuvent être apparentés à des défauts dans la réalité du jeu, ça marche. Ça marche parce que le joueur, sans repère concret, doit explorer, découvrir, essayer de comprendre, et n'est plus dans une optique semi-passive. Sylvie s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet dans son essai Banana Yellow, que je vous ai traduit en français pour les besoins de la vidéo. Le texte original sera affiché à l'écran pour les anglophones. La partie expressive du game design est corrélée au lien émotionnel entre le designer et le joueur. Comment les choix de design impactent les joueurs et reflètent les sentiments et désirs du designer. Quand tu es principalement visé par ce type de design, beaucoup de problèmes liés à la partie fonctionnelle du game design deviennent des pistes d'expression. Ne pas trop savoir où aller, ce que tu peux faire, tout ça peut être particulièrement excitant. De l'autre côté, certains choix de design fonctionnels, qui rendent le jeu plus facile à comprendre et à appréhender, peuvent donner aux joueurs l'impression d'être traités avec condescendance, ou ruiner l'immersion et rendre l'univers du jeu artificiel. Ces choix dépendent surtout de votre audience, je suppose. Ce qui explique concrètement Sylvie, c'est que le fait de tenir les joueurs par la main atteint rapidement une limite, et que quel que soit le type de jeu, laisser de la marge aux joueurs pour expérimenter, réfléchir et tester permet de renforcer les liens entre jeu et joueur, et créer des situations particulièrement excitantes. Essayer de comprendre les patterns d'un boss de Dark Souls, se perdre dans l'espace à la recherche de nouvelles aventures dans Outer Wilds, ou enfin trouver la réponse tarabiscotée d'une énigme dans un point and click made in LucasArts, sont des expériences marquantes pour les joueurs, car moteur d'un véritable investissement chez le joueur, investissement qui doit être corrélé à la nature interactive du média. Et si certains ont reproché à Sylvie Lime d'être trop flou, pas assez fun, il va être important pour la suite de la vidéo de définir le fun. Et nous allons donc nous baser sur une simple phrase de Coster dans son livre Théorie du fun pour le game design, afin de le définir. C'est ça les jeux, des professeurs. Le fun est juste un autre mot pour apprendre. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup.
En réalité, je pense pas que du bien du bouquin de Koester, et si je le cite en premier lieu, c'est pour le lier à la réponse que Jan Bogost lui a donnée dans son livre Unit Operations, An Approach to Video Game Criticism. Malheureusement, la dépendance de Koester au fun en tant que principe premier d'un jeu le force vers un cul-de-sac. D'un côté, il propose un appel convaincant pour les jeux proposant des buts au-delà du simple divertissement, de l'autre côté, il pense que l'effet produit pour les joueurs par les jeux, tous les joueurs, est fun. Un des points les plus souvent cités pour argumenter contre le jeu vidéo en tant que forme artistique est qu'ils sont juste créés pour le fun, juste pour le divertissement. Je pense m'être assez exprimé sur le sujet, c'est sous-estimer le fun, déclare Koester. Ce moment marque chez Koester l'inversion des jeux et de leur pouvoir expressif. Ici, le fun devient le terme premier, et l'expression basée sur le jeu vidéo devient son esclave. Ce que dit concrètement Bogost, c'est que le focus sur le fun, en plus d'être une notion difficilement définissable de par sa nature subjective et volatile, risque de mener le jeu vidéo dans un cercle qui ne propose que les mêmes expériences et qui n'évolue pas. Si le jeu vidéo est un art, il est important de rappeler sa spécificité vis-à-vis des autres arts, à savoir l'interactivité et la participation du joueur/spectateur à l'œuvre. Et si l'interactivité est motrice de fun, de ludisme et de gameplay, elle est tout autant utilisable dans des contextes en décalage avec la notion même de jeu, sans pour autant sortir du spectre du média jeu vidéo. Si les jouets vidéo, jeux expérimentaux, hard games ne sont pas des jeux, ils font quand même partie du médium, et sont même les principaux instigateurs de l'art au sein même du jeu vidéo. Je noterai d'ailleurs que l'art dans le jeu vidéo n'est pas fruit d'idées narratives, comme le laissent entendre certains, mais d'une utilisation de l'interaction dans un cadre favorisant l'émotion esthétique, le questionnement et l'introspection. Et pour illustrer mon propos, nous allons parler de Grapefruit, le dernier projet à l'heure où j'écris ces lignes, de Frédéric Maheu, qui a comme idée centrale de s'appuyer sur le livre du même nom pensé par l'artiste Yoko Ono, la femme de John Lennon pour ceux qui auraient du mal à situer, et de mettre en place certaines idées du dit livre par le prisme interactif de notre bon jeu vidéo, en questionnant le rapport au médium. Il faut d'abord parler du livre Grapefruit de Yoko Ono, qui est un recueil d'idées sorti en 64, et qui regroupe des concepts, ordres et directions qui ont des liens artistiques ou sociaux. Yoko Ono y dévoile des sortes d'exercices à destination de n'importe qui de tenter par l'idée de les réaliser. Pour vous donner un exemple plus concret, sur une des pages, Yoko Ono vous demande de construire de vos petites mains une clé, puis de laisser sur des maisons au hasard, je sais pas, dans votre ville ou dans votre village, et si vous arrivez par chance à ouvrir une maison avec votre clé, vous devez brûler la maison. Et là, on parle pas d'une idée pour un film ou quoi, mais bien de brûler une vraie maison. Dans son post-mortem dédié à Grapefruit, le jeu dédié au livre, pas le livre, Frédéric Maheu parle de Jasper Joule et son rapport à la relation art-jeu vidéo. Dans son livre, Handmade Pixels, Jasper Joule dit ceci: « Les jeux et les arts avancent dans des directions opposées. Les jeux discutés ici tentent d'emprunter à l'art traditionnel, mais une portion considérable de l'histoire de l'art porte sur des artistes qui empruntent au jeu pour rompre avec l'art traditionnel. Par exemple Fluxus, le dadaïsme ou l'art performance. » À partir de ce point, Frédéric Maheu s'est posé la question suivante: quel serait le résultat d'une création vidéoludique dont la conception ne reposerait pas sur des mécaniques de jeu, mais sur les règles d'une œuvre d'art? En partant de cette question, la direction globale du projet s'est éclairée. Le projet consistait donc à concevoir une création vidéoludique à partir de pièces choisies de Yoko Ono pour interroger le concept de règles. Notre intérêt était d'approfondir l'acte créatif plutôt que l'acte de jouer, même si celui-ci s'impose inévitablement. Plus spécifiquement, comment l'acte de création d'un artefact vidéoludique permet-il de mieux comprendre des concepts abstraits, comme celui des partitions de Grapefruit? Dans Grapefruit The Video Game, Frédéric Maheu a sélectionné 4 pièces du livre. Wall Piece for Orchestra, qui consiste à se cogner la tête sur un mur, City Piece, qui consiste à traverser une ville avec une poussette vide, Blood Piece, qui consiste à peindre avec son sang jusqu'à perdre connaissance ou mourir, et Travel Piece, se promener avec une clé, trouver la maison correspondante puis y mettre le feu. Nous avons programmé et mis en place les éléments de manière minimale, visant des expériences soit extrêmement ouvertes comme Blood Piece et City Piece, qui acceptent le potentiel d'erreur qui génère des effets inusités, soit fermées avec peu de possibilités de sortir du cadre, comme Wall Piece et Travel Piece. L'intérêt était davantage pour nous de voir comment le médium vidéoludique autorisait la réalisation du potentiel de ces partitions, et moins comment les joueuses et joueurs le recevront. L'idée d'en faire des systèmes ouverts à l'imagination, ces instructions peuvent être une simple visualisation imaginaire de l'action, où les gens peuvent symboliquement les mettre en action. Les deux méthodes, imaginaire ou performance physique, suggèrent le rituel, la spontanéité, et requièrent une interaction entre le corps et l'esprit. Le premier résultat de cette expérience repose justement sur ce principe de détourner les médias et leurs outils par l'intégration de règles et concepts externes. L'artefact produit est une expérience vidéoludique pour laquelle nous n'avons pas de référent et qui à première vue peut sembler être une erreur, le résultat de l'incompétence du créateur. Paradoxalement, quand on applique une règle externe au domaine des jeux vidéo dans leur création, cela génère une expérience en apparence erronée. Mais lorsqu'on se prête à cette expérience, cela remet en question les modalités des jeux vidéo. L'adaptation la plus réussie à notre avis est celle du Blood Piece,
où Yoko Ono tourne en ridicule la notion de l'art et de la singularité du génie artistique. Si le joueur décide de peindre jusqu'à ce qu'il meure, en pressant la touche droite de sa souris, nous ne voulions pas que ce soit une punition, mais une forme de récompense, une surprise. Ce faisant, nous répondions à une exigence définie par Salem et Zimmerman, l'incertitude. L'incertitude est une fonction centrale de chaque jeu, oui, de chaque jeu. De notre position de conceptrice et concepteur, cette incertitude fut celle de l'acte créatif, car si les actions étaient bien définies dans les partitions, il manquait plusieurs éléments pour concevoir l'expérience vidéoludique. Les lieux, les sons, l'ambiance visuelle sont absents des textes de Yoko Ono. Nous avons en conséquence appliqué, de la manière la plus artisanale possible, ce que les pièces évoquaient pour nous. Grapefruit The Video Game représente selon moi un exemple d'avancée concrète sur le sujet des divergences entre l'art et le jeu vidéo, mais également de transposition réussie d'un médium à l'autre, en respectant les propriétés du médium qui reçoit. Nous pouvons donc dire que la démarche expérimentale est un outil de rapprochement sur ces thématiques-là également. Et d'ailleurs, certaines personnes pensent, à tort, que l'utilisation de références artistiques dans un jeu est suffisante pour en faire une œuvre réfléchie. Tout d'abord, je pense que l'utilisation d'autres médiums doit servir le jeu vidéo, il ne doit pas être une simple référence, mais un élément utilitaire à l'expérience voulue par le jeu. Si dans le cadre de Grapefruit, le jeu se base entièrement sur l'œuvre de départ, comment faire quand ce n'est pas le cas? Comment faire une bonne référence à l'art dans le jeu vidéo? Et quel rapport avec l'expérimental? Un argument récurrent des défenseurs du jeu vidéo en tant qu'art est la filiation avec des œuvres d'art connues, d'autres médiums, une forme de légitimité par appropriation. Si Grapefruit ne rentre pas vraiment dans cette catégorie, car c'est une réinterprétation d'une œuvre existante dans un autre format, il y a énormément de titres qui eux décident de le faire, pour des raisons diverses et variées. Il y a selon moi deux gros types de références. La première sert le jeu et va articuler une forme de style graphique ou de direction artistique autour de cette référence. Par exemple le magistral Aram de Steve Pinto, qui doit beaucoup à la photographie de Andrés Serrano, ou encore l'excellent Procession to Calvary et ses 1001 peintures de la Renaissance. Le second cas, c'est la référence qui est un clin d'œil, et qu'on appelle l'easter egg. Ces références sont plus souvent liées aux jeux vidéo, et le roi en la matière est très certainement Supraland, qui à défaut d'avoir de bonnes idées à proposer dans son jeu, favorise de placer tous les 2 mètres des références à Mario, Minecraft, Breaking Bad ou Rick et Morty. Si en cela il n'y a rien à défendre, ce type de référence existe de manière un peu évoluée, des hommages ou placements d'œuvres qui correspondent à un groupement plus intellectuel. Signalis a son roi en jaune, un livre de Chambers sorti en 1895, Fallout New Vegas parle de rhétorique hegelienne lors d'un dialogue avec César, et même Ultra Kill se paye un petit hommage à Debussy et son classique Clair de Lune. Mais la référence a ses limites. Est-ce que citer de grandes œuvres fait du jeu en question une valeur sûre qui pousse ses joueurs vers de nouveaux horizons intellectuels, à défaut de justifier de passer 10 heures devant son ordi? Non, je pense pas. Et ceux qui pensent que l'apanage artistique ou intellectuel d'un jeu se fait par ceux qui l'essayent d'imiter sont selon moi bien ignorants. Mais alors la référence ça sert à rien? Si. Comme dit, elle permet dans les cas de Aram ou Procession of Calvary, cité plus tôt, de créer un univers marquant et solide. Et d'ailleurs, ces références agissent à des niveaux plus faibles. Dans tous les jeux, des références ont été utilisées, que ça soit pour la géométrie de ce niveau en Égypte dans ton jeu d'aventure, les mouvements de ta simulation de golf favorite, ou la robe de ce personnage de visual novel. La référence est omniprésente dans le jeu vidéo et l'art en général. Mais si un jeu était capable non pas de se baser sur une référence pour articuler son jeu, mais de citer des dizaines d'œuvres par les plans de caméra, les textes, les idées, et jouer de cela pour créer la dite expérience. Si la référence devenait à la fois clin d'œil et partie entière non divisible et non détachable du titre, et jouer de ça pour proposer du nouveau, une grande expérimentation. C'est ce qu'a fait Kentucky Route Zero. Kentucky Route Zero est un jeu narratif épisodique. Le premier épisode est sorti en 2013 et le dernier épisode en 2020. Le jeu a été extrêmement important pour l'industrie, inspirant des jeux et des créateurs comme ceux de Disco Elysium, Night in the Woods, Pentiment, Enterre-moi mon amour, Oxenfree, Mutation, etc. C'est un des jeux les plus importants de ces dernières années. Kentucky est énormément basé sur le théâtre, mais ici pas de citation de Hamlet, non. Le jeu garde son approche d'assimilation. Le jeu lui-même est une ode au théâtre, grâce à son système de dialogue à choix sans conséquence, qui ne fait que changer l'instant, sans toucher au script. Mais également grâce à l'utilisation de décors de théâtre comme décors de fond. Par exemple la Maison des Marquaises, qui est une copie conforme du décor de La mort d'un commis voyageur de Arthur Miller. Encore une fois, les références sont incrustées solidement dans le jeu, tout en récompensant les curieux et autres connaisseurs de tous bords. Un excellent exemple se situe durant le chapitre 3. La joyeuse troupe de voyageurs découvre un ordinateur servant de simulation textuelle de « jeu dans le jeu ». Son nom est Xanadu. Si le joueur n'a pas besoin de plus d'informations à son sujet pour s'amuser, il est à noter que Xanadu est bel et bien le nom d'un projet de partage de données informatiques.
Et si Xanadu fait référence aux vieux jeux textuels, à l'instar de Colossal Cave par exemple, les personnages rassemblés autour de Xanadu y font également allusion. C'est le cas du personnage de Roberta qui cite notamment le jeu King Quest, qui est un grand classique de la développeuse Roberta Williams. D'où son nom, Roberta, vous avez compris. Intéressant par ailleurs de savoir que Colossal Cave a beaucoup inspiré Roberta Williams et son Mystery House, connu comme le premier jeu d'aventure graphique de l'histoire du jeu vidéo. À partir de ce rassemblement d'idées et de références, nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'un microcosme d'hommages, qui servent tout autant le jeu que les ludophiles de la première heure, et surtout qui agissent sur le spectre interactif, car c'est le plus important. On n'est plus dans le « Hey, Minecraft, hey, Breaking Bad », la référence fait partie intégrante du jeu, à la fois clin d'œil et pierre fondatrice du titre, et agit sur les propriétés ludiques du titre. Elle sert tous les aspects. Si j'ai décidé de parler de Kentucky Route Zero, c'est que malgré le fait que la sortie de sa première itération date de 2013, ce type de symbiose parfaite entre les éléments reste trop rare. Kentucky a balisé la route, alors plus de jeux doivent la suivre, et de manière plus concrète que les jeux qui ont pris de Kentucky Route Zero, sans aller aussi loin. Je ne demande pas d'atteindre ce niveau, mais de faire en sorte que ce qui est aujourd'hui encore expérimental puisse devenir une norme. Vous savez maintenant ce que l'expérimental apporte sur la table, et pourquoi il est important, mais vous vous demandez très certainement par où je commence. Il est déjà très important de comprendre que le spectre même de l'expérimental, de par son simple statut, est très vaste, et toutes les itérations expérimentales n'ont pas le même but. Détournement d'un projet établi via un élément extérieur avec 13 mars 2024, Perfect Dark avec forme rotative superposée, Knowledge-Based Game sous forme de pierre de rosette géante avec Kevin 1997-2077, finaliste du prix Nuovo de l'IGF et en sélection officielle du workshop expérimental de la GDC, ou encore sur les propriétés physiques au service d'un de ces nouveaux titres issus de la Plundercore avec ou même des Negocios de Mutt, dont j'ai bien aimé Fast Car, sorti cette année par ailleurs. Bref, la liste est large, permettez donc que je vous conseille différents titres, de plusieurs époques, consoles et à visées différentes, pour que vous puissiez avoir un large éventail d'expériences à tester. Tout d'abord parlons portable avec la Game Boy Advance et les jeux de la gamme Beat Generations, une collection de petits titres à concept vraiment sympa. La facilité d'émulation, la facilité d'accès et la simplicité des concepts en font une sympathique porte d'entrée pour les curieux. Je vous conseille surtout Dotstream, Orbital et Sound Voyager, qui sont des bons petits jeux expérimentaux. Si vous êtes des joueurs rétro, j'ai deux jeux à vous conseiller. Le premier est Alien Garden, sorti en 82 sur Atari 8-bit. C'est un des tout premiers hard games de l'histoire du jeu vidéo, et ça vaut le coup selon moi d'y aller jeter un coup d'œil par curiosité. Le second est Battleix, sorti en 85 sur Commodore 64 par Jeff Minter. J'ai eu l'occasion de découvrir ce jeu dans Lamasoft A Jeff Minter Story, jeu documentaire sorti cette année sur la vie et les projets de Jeff Minter. Battleix, c'est en gros un petit best-of de tout ce que peut proposer Jeff Minter dans son jeu vidéo, que ça soit du shmup, du jeu de puzzle ou des visualizers interactifs. Si vous n'avez pas envie de payer 30 balles pour le jeu sorti cette année, mais que vous vous intéressez quand même à la vie de ce grand monsieur du jeu indé, allez jeter un coup d'œil à Battleix, c'est absolument formidable. J'ai également quelques projets que j'aime beaucoup et qui sont plus récents à vous partager. D'abord, Sur tout le trajet, un jeu narratif d'exploration ultra particulier avec des visuels kaléidoscopiques de toute beauté, et un narrateur des plus sympathiques, le tout en français. Allez y jeter un coup d'œil, les liens du jeu sont dans la description. Ensuite, deux jeux sortis cette année. Le premier c'est Kuriya Muria Island Oman, as described by Paul Scherbart in The Grey Cloth in 1914, Environments for Freedom Experiments, qui est une sorte de walking simulator pensé spécifiquement pour certaines architectures. Je vous mets tous les liens pour que vous puissiez voir le jeu en condition dans une structure pensée, c'est vraiment chouette. Le deuxième c'est Polinia, je vais rien vous dire dessus, mais sachez juste que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur jeu de l'année. Allez tester ça, c'est très court, c'est gratuit, et c'est formidable. Avant de vous laisser avec un petit florilège des jeux dont j'ai pas pu parler durant cette vidéo, j'aimerais vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à conseiller d'autres jeux que vous trouvez sympas en commentaire, à me pointer les potentielles erreurs que j'aurais pu faire, etc. Il y aura normalement une vidéo en fin 2024, début 2025 pour mon top 10 de l'année 2024, et d'ici là, moi je vous souhaite le meilleur et peut-être à bientôt.